Bienvenue dans Les Graines by Seedwork, le podcast sur l'innovation sociale au travail. Je m'appelle Assia Milan et depuis une vingtaine d'années, j'accompagne les organisations à favoriser un développement qui place l'humain au centre. Quoi de mieux de partager avec celles et ceux qui osent expérimenter dans leur propre entreprise. Tous les trimestres, je vous propose une mini-série sur un thème d'innovation sociale choisi parmi une longue liste. L'organisation du travail, le temps de travail, le management, la qualité de vie au travail ou encore les espaces de travail. Rendez-vous donc chaque mois pour découvrir un nouvel épisode de la mini-série sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer, et sur YouTube et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Je vous propose de démarrer l'année 2025 avec une toute nouvelle série dédiée à l'égalité professionnelle femmes-hommes, et plus particulièrement sur les parcours des femmes. Les inégalités sont encore nombreuses pour évoluer professionnellement entre les femmes et les hommes. Pourtant, les obligations réglementaires ne manquent pas, mais les stéréotypes de genre et le sexisme, parmi tant d'autres aspects, ont encore un véritable impact au quotidien dans les entreprises. Alors, comment se mobiliser face à ces enjeux d'égalité professionnelle et quelles actions mettre en place ? Dans cette série, allez à la découverte de points de repère et de retours d'expérience pour vous donner envie d'agir. Et je remercie chaleureusement la BRED qui soutient la réalisation de cette série, soutien tout à fait en phase avec ses valeurs coopératives et d'innovation sociale. Dans ce premier épisode, j'ai le plaisir d'interviewer Karine Babul, chargée de mission à l'ANACT, l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail. Elle analysera les différents freins et leviers observés qui impactent les parcours professionnels de femmes et nous donnera des clés pour agir en profondeur dans vos organisations. Bonjour Karine, est-ce que tu pourrais te présenter ta fonction ainsi que le rôle de l'ANACT sur l'égalité professionnelle femmes-hommes ? Oui, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je travaille auprès de la mission égalité intégrée de l'ANACT, qui est un établissement public administratif qui dépend du ministère du Travail avec une gouvernance tripartite, gouvernement et partenaires sociaux, et on intervient dans tout type de structures pour expérimenter des outils et des méthodes pour prendre en compte les conditions de travail dans les entreprises. Et sur l'égalité professionnelle, ça fait maintenant 15 ans que l'ANACT développe, grâce au soutien du Fonds social européen d'ailleurs, des démarches et des outils pour mieux prendre en compte les conditions de travail et les effets sur la santé des femmes et des hommes. Toutes choses inégales en vérité par ailleurs en la matière. Cette notion d'égalité intégrée, elle s'applique au champ de la prévention des risques professionnels, mais aussi au champ de la négociation collective, et également aux questions de transformation organisationnelle et transition écologique, numérique et sociétale. Oui, finalement, cette question d'égalité professionnelle femmes-hommes peut se lire au travers de différents prismes. Il y a tout l'aspect réglementaire, comme tu l'évoquais, organisationnel, en lien avec les changements également sociétaux. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la façon dont l'ANACT appréhende ce sujet ? Est-ce qu'il y a des axes d'analyse particuliers qui pourraient être simples à retenir pour nos auditeurs, auditrices ? Alors effectivement, comme je viens de le dire, il y a des axes plutôt spécifiques qui sont tirés par la demande sociale dans le cadre du cadre légal, puisqu'on vient souvent nous chercher quand il y a une obligation légale, mais de plus en plus, on travaille cette question-là à l'occasion de tout type de projet et donc de transformation, et c'est pour cela que l'on parle d'égalité plutôt intégrée. C'est-à-dire s'assurer que tous ces projets de transformation n'aient pas pour effet de renforcer des inégalités existantes ou en créer de nouvelles, mais puissent réduire ces inégalités. Et c'est pour cela qu'on mobilise depuis 2008 un modèle que nous avons créé avec notamment les chercheuses ergonomes du GAS, genre activité santé, et les nombreuses données, de plus en plus nombreuses données statistiques de la DARES, un modèle explicatif des inégalités en termes de rémunération et de carrière, mais aussi en termes de santé. Et ces axes d'inégalité sont au nombre de 4. Donc on a le premier axe qui, avec une forte hypothèse au niveau national et souvent dans les entreprises, une non-mixité des secteurs, des métiers, des activités. En fait, il n'y a que 10% de métiers véritablement mixtes. Un deuxième axe qui est l'inégal accès au parcours professionnel. Troisième axe, une prévention des risques, le plus souvent pensée au masculin neutre,
un certain nombre de pénibilités sont invisibilisées ou minimalisées. Et puis un quatrième axe qui concerne l'organisation du temps de travail, qui aujourd'hui ne prend pas en compte suffisamment les problématiques du hors-travail, donc que ce soit la parentalité, la monoparentalité, les danses familiales, les violences domestiques également. Donc peut-être, donc on a ce modèle-là des 4 axes, et puis on a une autre façon de présenter les choses, c'est de dire qu'il s'agit de considérer, d'une part, les situations de travail et de hors-travail des femmes et des hommes, donc c'est l'approche, on va dire, sociologique, qui se combine avec, la prise en compte nécessaire des différences morphologiques et biologiques et problématiques de santé publique, endométriose, ménopause, cancer du sein. Donc là, on est plutôt sur une approche biologique, sexuée. Donc ces deux dimensions-là, elles s'articulent, et on a à cœur de souligner, de préciser qu'il ne s'agit pas d'une discrimination positive des femmes et des hommes, mais qu'en ayant cette approche-là, eh bien, on est sur une approche inclusive des femmes et des hommes, et de toutes les populations au travail d'ailleurs, une approche plus en termes d'équité ou d'égalité d'accès de toutes et tous à la QVCT. Voilà, c'est un petit peu nos éléments de langage, entre guillemets, la manière dont on approche ces questions-là. Oui, c'est que finalement, quand on travaille sur ce sujet, il faut s'intéresser aux femmes et aux hommes, et non pas uniquement rester concentré sur les femmes, parce que finalement, c'est un Tout à enjeu fait. global, agir pour toutes et tous. Et on le voit dans ce que tu évoques avec ces axes, que finalement, le champ est assez large, et les implications très variées. Alors justement, dans cette série de podcasts, on a choisi de s'intéresser plus particulièrement au sujet des parcours professionnels, le parcours professionnel des femmes, notamment au regard des inégalités qui peuvent être rencontrées dans certaines situations. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cet axe-là en particulier des parcours professionnels, et si tu avais par exemple quelques chiffres clés qui puissent être parlants pour mieux se rendre compte d'inégalités qui pourraient exister? Oui, alors peut-être un chiffre clé qui ne parle pas de travail, mais qui parle de pension de retraite, mais en fait il est très significatif du parcours des femmes tout au long de leur carrière. C'est l'écart de pension de retraite de 40%, qui est assez important, et qui est notamment, on pourra préciser, mais le fait de la valence différentielle des métiers, le temps partiel, des parcours qui sont plus hachés, stagnants par exemple. Et puis peut-être un élément complémentaire, c'est que en termes de parcours professionnel, on observe que les parcours d'usure professionnelle des femmes et des hommes sont différents. On observe depuis 15 ans que les indicateurs en termes d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont en croissance chez les femmes, effet d'augmentation de la part des femmes sur le marché du travail neutralisé, avec notamment un effet fort sur la question des troubles musculo-squelettiques, des troubles psychosociaux et des inaptitudes, le plus souvent générées par des parcours longs d'usure professionnelle, c'est-à-dire des femmes qui ont moins de possibilités de faire parcours dans l'entreprise, et qui sont de fait exposées à des facteurs de pénibilité sur de longues périodes, et qui se soldent par effectivement des licenciements, parfois avec inaptitude. Du coup, des ruptures de parcours, et ce qu'on peut appeler parfois de la désinsertion professionnelle, finalement, d'être, suite à sa santé au travail, être exclu Oui. d'un parcours professionnel. De quoi, finalement, dans le chiffre que tu évoques, est très frappant, hein, 40%, c'est très marquant, c'est une Oui, différence là, c'est les énorme. chiffres un petit peu forts. Après, effectivement, on peut aller plus finement sur des éléments d'explication, hein. Oui, sur notamment la question de la présence des femmes. Est-ce que les femmes sont autant présentes ont la possibilité d'évoluer dans différents métiers autant que les hommes, ou voilà. Justement, à quoi sont dues ces inégalités selon toi? Finalement, Oui. qu'est-ce qui amène à ces inégalités de parcours? Alors, l'ANACT regarde les conditions de travail, et effectivement, on observe que ces inégalités sont dues à un défaut d'analyse des conditions de travail et de hors-travail réelles, et un manque d'amélioration des conditions de travail et d'emploi des métiers à prédominance féminine, mais aussi masculine. Et d'ailleurs, on observe que dans les accords égalité professionnelle QVCT qui sont négociés, le domaine d'action conditions de travail et santé est systématiquement celui qui est le moins adressé. Donc on voit bien que par rapport à cette question d'égalité professionnelle, et notamment des parcours,
eh bien cette question-là n'est pas adressée et pourtant elle est importante. Et donc on a effectivement des représentations de métiers et stéréotypes de genre qui invisibilisent les compétences et les pénibilités. Et donc, on observe une valence différentielle des métiers. Les compétences du care, par exemple, qui sont prévalentes dans les secteurs à prédominance féminine, le travail émotionnel, ne sont pas valorisés à leur juste mesure. Et tout Les à fait. services à la personne, par exemple, hein, où les femmes sont surreprésentées, eh bien, c'est tous les métiers qui sont en lien avec le service, hein, donc hôtel, café, restaurant, par exemple, ce sont des métiers où effectivement cette dimension-là est très forte. Donc ça, c'est une dimension. Et puis pour faire parcours, on observe que les secteurs à temps partiel subis sont à prédominance féminine. Donc on retrouve également les services à la personne, hôtel, café, restaurant, propreté. Elles sont aussi concentrées parmi les employés, alors que les hommes sont surreprésentés plutôt parmi les cadres et les ouvriers. Donc on a un ensemble d'éléments qui font que eh bien, les femmes et les hommes n'ont pas accès au même parcours. D'ailleurs, on observe qui se traduisent notamment par des écarts de rémunération, et on observe notamment que dans les systèmes de classification de branches, on a des facteurs de discrimination indirects qui font que eh bien, les métiers des femmes et des hommes ne sont pas valorisés de la même manière. Ça Les peut être quoi, critères par classants, exemple? par exemple, bah oui, c'est que les critères classants qui sont utilisés pour les classifications ne prennent pas en considération suffisamment les caractéristiques des métiers à prédominance féminine, notamment ces fameuses conditions de travail et pénibilité au poste, au-delà des responsabilités. On regarde plutôt les questions de responsabilité, de formation, mais dans une moindre mesure, on va regarder ces conditions de travail spécifiques et notamment ce travail du care. Et ces éléments-là vont avoir à être pris en considération à l'avenir, hein, cet angle conditions de travail, puisque en 2026, on a la transposition de la directive européenne sur la transparence salariale qui va remettre sur la table le concept de à travail de valeur égale, salaire égal. Ce qui fait que pour tout écart de 5% sur cet indicateur de rémunération, on devra mettre en place de manière commune une analyse, direction et salariés, et expliquer par des critères objectifs non sexistes qui seront fondés pour ce faire sur les compétences, les efforts, les responsabilités et les conditions de travail. Donc cette notion de conditions de travail, elle va être remise au centre de la table et elle permettra potentiellement eh bien, de favoriser les parcours des femmes et des hommes. Donc, comme tu l'évoques, cette dimension conditions de travail, encore grandement sous-estimée aujourd'hui ou insuffisamment mobilisée. Donc ça, c'est un premier axe explicatif, voire axe de travail hein, pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui. Est-ce que justement, parmi les autres freins rencontrés, la place du sexisme ou des stéréotypes de genre est encore très présent ou pas sur les parcours de femmes? Oui, effectivement, la question des violences sexistes et sexuelles est un élément à prendre en considération, hein. C'est un élément qui fait partie des conditions de travail et qui peut être freinant pour faire parcours, hein. C'est un élément de pénibilité. Mais il y a également un élément potentiellement à prendre en compte, c'est la question de l'égalité d'accès aux projets dans l'entreprise qui permettent de développer ses compétences, qui permettent de faire parcours, mais également des moyens adaptés mis à disposition, puisque il ne s'agit pas non seulement de proposer de nouveaux objectifs, challenges, projets, mais également de mettre à disposition des moyens adaptés. Et pour cela, il s'agit de sensibiliser l'ensemble des acteurs de l'entreprise, non seulement aux violences sexuelles et sexistes, mais également à ce sexisme organisationnel qui, lui, est plus insidieux, qui peut se traduire tous les jours par des éléments divers et variés, hein. On peut penser par exemple à la répartition déséquilibrée du temps de parole en réunion, dans les réunions également, les rebonds des uns et des autres, qui vient valider ou pas, la parole des femmes et des hommes. Des échanges professionnels, parfois intersexes qui peuvent être creux,
par rapport à des temps informels où d'ailleurs les femmes ou les hommes peuvent être exclus, où on va échanger effectivement des informations stratégiques, des phénomènes de cooptation effectivement qui peuvent mettre de côté certaines, des représentations sur les capacités et compétences des unes et des autres. C'est un ensemble de petits éléments au quotidien qui font que, à un moment donné, les conditions de travail ne sont pas facilitantes pour faire parcours pour toutes et tous dans l'entreprise. Oui, donc finalement, cette notion de sexisme, elle existe à différents niveaux, à la fois dans la représentation de chacun individuellement et aussi d'un point de vue organisationnel. C'est un peu le double niveau de l'approche de la Oui, prévention du sexisme. oui, tout à fait. Et justement, face à cette problématique de stéréotypes de genre et de sexisme, quels sont aujourd'hui les moyens d'action très concrets que les entreprises peuvent mettre en place pour essayer de mieux faire face à cette problématique? Bah, effectivement, comme je viens de le souligner, hein, les politiques en matière de prévention des violences sexistes et sexuelles sont importantes, avec une réflexion sur l'organisation et effectivement des moyens qui sont à disposition pour, former l'ensemble des acteurs de l'entreprise, hein, pour cette égalité d'accès au projet et j'aurais envie de souligner, un élément qui parfois peut être, perçu comme une bonne idée et qui est à double tranchant, c'est la question des réseaux internes et surtout des marraines puisque, on parle beaucoup de rôle modèles qui effectivement sont symboliquement, importants pour s'autoriser à. Par contre, effectivement, il y a un double tranchant dans la mesure où, on va venir demander à des femmes qui ont déjà potentiellement effectivement une charge, professionnelle et extra-professionnelle à prendre en compte pour mener, ce parcours, à qui on va demander finalement une charge supplémentaire pour venir, et bien être en soutien au parcours des uns et des autres dans l'entreprise. Donc, attention à ne pas faire reposer sur quelques individus des actions qui ont un intérêt à être portées, par, effectivement, la direction, les représentants du personnel, les managers et les collectifs, pour une approche plus inclusive, de toutes et tous, dans le parcours des uns et des autres. Oui, c'est finalement comment arriver à mobiliser aussi les hommes dans cette sensibilisation, que ça ne repose pas que sur Tout à fait. les femmes et que ce soit le. Donc oui, tu évoquais la notion de formation, former les acteurs. J'imagine que le rôle du management doit être important aussi en tant que relais peut-être sur ces sujets-là. Complètement. Et oui, et justement, qu'est-ce que tu aurais à dire aux entreprises qui ne se sont pas encore lancées dans des démarches vraiment structurées Mmh. et pérenne d'égalité professionnelle femmes-hommes, investiguant tous les champs possibles, qu'est-ce que tu aimerais leur dire ou partager avec eux? Oui. Bah, il me semble que les entreprises, sur ces questions-là, elles cheminent, hein. C'est des actions de long terme. On voit bien que notamment dans les accords, égalité professionnelle, les choses, évoluent lentement, mais elles évoluent, malgré tout. La transparence salariale qui vient à nous, au-delà de la question de l'index, elle va demander nécessairement de valoriser toutes les actions qu'elle met en œuvre déjà de manière, systémique. C'est-à-dire que pour agir sur l'égalité professionnelle, on a à agir à la fois sur la mixité, les parcours, les conditions de travail, l'articulation des temps, véritablement les 4 leviers de concert et ne pas en mettre, certains de côté, comme les questions des conditions de travail et de santé. Avec la transparence salariale, les entreprises nécessairement vont devoir se poser la question parce qu'elles vont devoir être en mesure de mettre en évidence qu'elle œuvre véritablement pour qu'il n'y ait aucun critère, aucun facteur indirect de discrimination, qui soit, néfaste, pour, notamment la question des parcours, mais finalement, des rémunérations et de la santé. Donc, à mon sens, il s'agit pour les entreprises de muscler les actions de moyen et de long terme et de valoriser l'ensemble des éléments qui sont, déjà présents et prendre appui aussi sur, les nouveaux projets qui arrivent, donc les transformations organisationnelles, actuelles et à venir, notamment par le biais des transformations numériques et la mobilisation de l'intelligence artificielle. Donc on a des
des éléments qui viennent bousculer l'entreprise et avec potentiellement des impacts sur le travail et l'emploi. Donc, ce sont potentiellement des leviers de réduction des inégalités, notamment favorables au parcours, mais elles peuvent aussi venir créer de nouvelles inégalités, les renforcer. Donc, les entreprises ont tout intérêt à avoir une logique d'égalité intégrée, c'est-à-dire se poser à chaque projet de transformation, se poser la question de dans quelle mesure mon projet va être bénéfique pour toutes et tous. Donc ça veut dire, dans les projets de transformation, la mixité des instances stratégiques et opérationnelles. Ça veut dire être en mesure de diagnostiquer les inégalités. Il me semble qu'à l'heure du numérique et de l'intelligence artificielle, on devrait pouvoir les analyser assez finement, et puis d'aller plus finement sur l'analyse du travail, de se doter d'indicateurs. Donc véritablement de se donner les moyens d'approches véritablement inclusives, et notamment en ce qui concerne l'IA, de ne pas seulement se poser les questions d'égalité d'accès à ces technologies ou des biais de genre dans la conception des outils, mais véritablement se poser la question dans quelle mesure ces projets-là vont être bénéfiques pour les conditions de travail et la santé de toutes et tous. D'accord, oui, donc c'est vraiment, dépasser l'approche strictement réglementaire, parce que c'est vrai que certaines entreprises, peut-être, des fois, peuvent se limiter à cette approche-là, qui Oui. est essentielle, mais néanmoins, l'enjeu est vraiment sur la conduite du changement, le développement des nouveaux projets et intégrer ce sujet-là de façon totalement transversale, et de façon anticipatrice, finalement. Pas attendre que Oui. les inégalités se créent pour agir, mais penser finalement des organisations qui puissent être inclusives et avec Tout des à enjeux fait. d'égalité. D'accord. Oui, complètement. Et, Mais après, tous les moyens, comment dire, tous les leviers sont importants, hein, et le plus et d'ailleurs, le plus souvent, les acteurs sont différents. Donc, dans la mesure où il reste encore à sensibiliser, encore et toujours, les acteurs de l'entreprise sur ces questions-là, que ce soit dans le champ de la prévention des risques professionnels, ou dernièrement, on a beaucoup parlé des violences sexuelles et sexistes, mais il y a également la question du document unique genré qui est à mettre au travail. Et sur la négociation collective, ce sont des leviers d'aller travailler la base de données économiques et sociales, l'analyse de données, au service de l'égalité, mais pas que, hein. D'ailleurs, concernant les accords télétravail, par exemple, ou autres. Les approches spécifiques sont toujours d'intérêt, mais effectivement, ne pas oublier que tous les projets de transformation sont une occasion de mobiliser les outils de diagnostic et de pronostic d'impact. Et ils ont cet intérêt qu'ils sont ce sont des projets qui parlent, ce sont des projets qui sont ancrés dans le réel à l'instant T, et qui ne sont pas que dans une logique de diagnostic et de mise en place d'actions correctives. On est sur des projets qui ont un impact à court, moyen, long terme très concret dans l'entreprise. Donc c'est une occasion beaucoup plus stimulante de penser ces questions de population au travail. ça peut contribuer à donner du sens aussi à la façon d'aborder le sujet, voilà, de façon très concrète sur les modalités de travail des uns et des autres au quotidien, Oui, finalement. oui, tout à fait. C'est beaucoup plus parlant, beaucoup plus stimulant que effectivement une approche analytique à l'instant T et de recherche de mesures plus classiques entre guillemets. Et ce qui signifie aussi, pour mettre en place, enfin, contribuer à donner du sens et faire que cette démarche-là soit appropriée par l'ensemble des acteurs internes, de pouvoir mettre en place des démarches participatives en impliquant les collaborateurs, collaboratrices dans ces sujets, en fait, finalement. Comment s'y prendre, en fait, finalement, pour une entreprise qui souhaite mettre en place, donc on voit s'attaquer, entre guillemets, sous un angle projet, mise en place, voilà. Mais est-ce qu'il y a des petites méthodes, des choses pour faciliter la mise en place ou des outils peut-être aussi que l'ANACT valorise ou diffuse? Je pourrais mettre en lien d'ailleurs de ce podcast pour celles et ceux qui souhaitent y accéder. Oui, alors effectivement, on a une offre de service développée en termes d'outils et de méthodes sur les questions spécifiques dans le cadre de la prévention des risques et dans le cadre de la négociation collective, ainsi que sur les questions de transition, transformation. Dernièrement, plutôt axée sur les questions de télétravail et de travail hybride.
Mais effectivement, sur la méthodologie qui permettent d'avoir une approche plus intégrée, ce sont les fondamentaux de l'ANACT, hein. Bien sûr, avoir une approche articulée entre le dialogue social et le dialogue professionnel, une approche participative, ancrée sur l'analyse du travail des femmes et des hommes dans le cadre d'espaces de discussion notamment, de pouvoir se doter d'indicateurs, hein, tout au long du projet. Ce sont autant d'éléments qui participent à cette approche intégrée. Oui, donc impliquer celles et ceux qui font le travail au quotidien autour de groupes de travail pour les amener à contribuer aussi à mettre en place ces politiques et ces actions d'égalité professionnelle femmes-hommes. Tout à fait. Avec, si possible, effectivement, dans le cadre de nouvelles organisations du travail, des temps disponibles pour l'expérimentation. Expérimentation de nouvelles façons de travailler, de nouvelles organisations, où on prenne en compte les situations de travail et de hors-travail. Et d'ailleurs, dans le plan de santé au travail, actuellement, nous développons une offre qui permet d'accompagner les transformations des espaces et des temps de travail, où tout l'enjeu, c'est de pouvoir accompagner à l'expérimentation de nouvelles formes, de nouvelles façons de travailler, de nouvelles organisations, en prenant en compte les questions du travail, mais également les questions du hors-travail, qui peuvent venir dans le cadre du télétravail, par exemple, exceptionnel. On peut avoir des situations de hors-travail telles que les violences domestiques, par exemple, qui sont à prendre en considération et qui sont des sujets sensibles, mais qu'on doit pouvoir considérer, ou par exemple concernant la semaine de 4 jours, on s'aperçoit qu'il y a des éléments du hors-travail qui peuvent venir poser problème lorsque, par exemple, eh bien, on a des amplitudes horaires qui ne permettent plus de faire ce hors-travail. Et qui peuvent avoir le risque de reporter sur du temps censé être non travaillé des activités de travail, parce que eh bien, les temps de trajet, aller chercher les enfants à l'école, pouvoir accéder à des services du territoire particulier, eh bien, si les amplitudes horaires sont trop importantes, eh bien, elles ne permettent pas de cumuler ces différentes temporalités. Donc le hors-travail aujourd'hui s'invite dans la question de la réflexion sur les nouvelles organisations, et d'ailleurs dans les approches et les méthodes que l'on propose. Il ne s'agit pas nécessairement de convoquer le témoignage des uns et des autres, parce que les uns et les autres n'ont pas nécessairement intérêt, envie de partager leur propre situation, mais du coup on va passer par des personas, on va passer par des situations types qui vont venir questionner la robustesse de l'organisation. Autre exemple, et si vous avez des salariés qui ont des situations d'endométriose, si vous avez une organisation du temps de travail qui est trop rigide, eh bien, où est cette souplesse organisationnelle qui est nécessaire pour les cas d'endométriose, où effectivement ce sont des maladies chroniques qui ne préviennent pas et qui ont besoin de pouvoir s'ajuster sans prévenir. Donc voilà, un certain nombre de situations de hors travail à convoquer à l'heure d'innover dans nos organisations. Alors j'en profite parce que tu évoquais la semaine de 4 jours qui a, dans la toute première série des Graines by Seedwork, 2 épisodes dédiés à la semaine de 4 jours, une structure qu'il a mise en place depuis 20 ans et une autre un peu plus récemment. On voit que ça soulève beaucoup de sujets, dont l'équilibre aussi des temps, et que ça, voilà, ça convient pas forcément toujours, mais ça peut renvoyer à d'autres formes aussi d'inégalité. Et tu as souligné un élément très important qui est le hors-travail. Effectivement, on a pas mal échangé sur tous les freins au parcours professionnel aussi interne à l'entreprise. Il peut y avoir les freins aussi externes sur des équilibres de tâches, notamment au niveau des tâches domestiques, par exemple, qui peuvent amener peut-être à constituer des freins pour les parcours professionnels des femmes. Est-ce que voilà, là-dessus, tu souhaites ajouter peut-être une ou deux idées? Parce qu'il peut y avoir peut-être des pistes d'action qui peuvent permettre de faciliter, comme tu l'évoquais, cet équilibre. Voilà. Est-ce que c'est le rôle de l'entreprise aujourd'hui de s'intéresser aussi à ces inégalités et quel rôle est-ce qu'elles peuvent jouer pour essayer de contribuer à les amoindrir finalement, pour permettre le parcours des femmes dans les organisations? Typiquement, sur la semaine de 4 jours, effectivement, il y a véritablement une importance à prendre en compte le travail et leur travail.
Parce qu'on voit notamment que certaines entreprises ont voulu ou organisations ont voulu mettre en place la semaine de 4 jours, pour permettre aux femmes notamment de passer du temps partiel au temps plein, qui ont été refusées parce que effectivement cette semaine de 4 jours ne permettait pas d'articuler ces temps. Et on pourrait même faire l'hypothèse que si cette semaine de 4 jours était dans certains cas imposée, eh bien elle pourrait provoquer des demandes de temps partiel. Oui, parce que finalement, là, c'est dans le cas où on se situe sur une semaine de 4 jours avec un nombre Oui, finalement similaire d'heures, mais réparti sur tout 4 à jours au fait, lieu de 5, ce qui signifie des grandes amplitudes pour les tout journées, à ce qui fait, peut, j'imagine, poser difficulté si ce tout sont à plus fait, les femmes qui sont en charge de déposer et récupérer les enfants à l'école, par exemple, ce qui peut poser concrètement des problématiques d'organisation, d'ordre personnel, s'il y a oui. des inégalités de répartition des tâches à ce niveau-là, femmes-hommes, si je comprends bien. Absolument, absolument. Après, effectivement, il y a d'autres configurations avec réduction du temps de travail. C'est ça. Mmh. Mais finalement, toute entreprise a intérêt d'expérimenter potentiellement une nouvelle organisation, pourvu qu'elle prenne en compte les enjeux, bien sûr, de l'entreprise, mais aussi des individus. Parce que parfois, un levier organisationnel qui peut être perçu comme bénéfique pour la QVCT, peut revêtir des contraintes invisibles, à anticiper en amont. Alors c'était justement l'un des enseignements de cet épisode, indiquant, cette notion de marge de manœuvre justement, de laisser une souplesse, une capacité d'adaptation et qu'une solution organisationnelle donnée n'allait pas forcément convenir à tout le monde, au regard de sa situation personnelle et aussi au moment de son étape de vie, finalement. Où est-ce qu'on se situe dans son étape de vie et ses attentes? Oui, Je pense que c'est peut-être un enseignement effectivement important, que tu évoques. Agir au niveau des projets, ne pas hésiter à expérimenter pour innover avec les salariés et s'autoriser aussi à ajuster tout en gardant une forme de souplesse, c'est-à-dire ne pas imposer une solution qui serait miracle pour toutes et tous, car finalement, ce système ne fonctionne pas. complètement. Et puis aussi, penser les objets de manière conjointe, c'est-à-dire que on s'aperçoit que la question de la semaine de 4 jours ou du télétravail, et du travail hybride ou des questions des espaces, le plus souvent sont, traitées, de manière cloisonnée. Or, on voit bien qu'il y a il y a des interactions. S'il y a semaine de 4 jours, avec, des amplitudes horaires élargies, les uns et les autres, pour, des questions d'articulation, vont peut-être être tentés de mobiliser davantage le télétravail. Or, on sait que le télétravail, dans certaines conditions, n'est pas nécessairement, dans de bonnes conditions justement, notamment pour les femmes en monoparentalité ou en violence domestique. Donc, ça peut générer un phénomène de télétravail «subi» entre guillemets, mais qui va pas nécessairement être souligné. Oui, finalement, c'est pas intrinsèquement positif, et tout dépend du contexte, de la situation et donc c'est à chacun, chacune de Oui. pouvoir mobiliser les objets organisationnels qui vont être favorables ou non pour eux, c'est ça? Oui, oui, et puis bien que ce soit dans le cadre du dialogue social ou du dialogue professionnel, ne pas hésiter à penser, voilà, télétravail, semaine de 4 jours, espace, de manière conjointe parce que, Il y a il pas y a des liens les uns avec les autres, ouais. Donc ça mène, finalement à une vision, de gestion de projet transversale et inclusive finalement, comme, mode d'action pour favoriser l'égalité professionnelle femmes-hommes. Et dans tout type d'entreprise, même en TPE-PME, on peut tout à fait organiser un espace de discussion, qui mette à plat, le temps de travail actuel et la manière dont, les uns et les autres, sont à même de mener leur activité, leur travail et leur hors travail, en prenant en considération, les conditions de travail sur site, et à distance, de manière à pouvoir identifier de potentielles, situations, problèmes ou, contraintes dans le travail à ajuster. Et oui, quand tu évoques les fameux espaces de discussion, c'est la capacité à mobiliser, voilà, des salariés, de terrain aussi pour en discuter des sujets concrets autour des situations, c'est ça? Oui. Est-ce que tu souhaiterais, peut-être, je sais pas, clore avec, une idée clé ou phare, voilà,
à partager, qui soient inspirantes, je dirais, pour justement nos auditrices, auditeurs sur le sujet. Oui, peut-être, encore une fois, l'enjeu aujourd'hui, c'est bien la prise en compte des populations, au travail, hein. Donc on est vraiment dans une logique, inclusive, hein. Ce sont des éléments de langage que l'on entend beaucoup. Donc population au travail, effectivement, femmes-hommes, LGBT, catégories socio-professionnelles, âge, ancienneté, mais également de plus en plus de populations qui sont dans des parcours, migrants, hein, dans l'entreprise, donc sur notre territoire. Donc effectivement, avoir, adopté cette approche inclusive qui permette finalement, encore une fois, d'améliorer, les conditions de travail pour toutes et tous, et c'est un vrai challenge aujourd'hui, alors que les entreprises sont traversées par des transformations, qu'elles voient arriver chemin faisant. Il y a un véritable enjeu à encore et toujours monter en compétence sur ces questions de nos 3 piliers à l'ANACT, hein, la participation, le travail réel et la question, des populations au travail. Écoute, je te remercie pour cette conclusion qui ouvre bien sur les populations et finalement, au-delà du rapport femmes-hommes ou des enjeux Tout à fait. femmes-hommes, toute la diversité qui se pose sur tout un ensemble de sujets sociétaux et du vivre Oui, ensemble. oui, Bien. d'ailleurs, petite parenthèse, régulièrement, on nous demande: «Mais pourquoi adresser cette focale-là, spécifiquement, Oui. et pas toutes les populations?» Alors, les 2 sont complémentaires parce qu'effectivement, le risque à embrasser, trop largement, parfois on a des difficultés à adresser les questions femmes-hommes qui sont toujours prégnantes, dans l'entreprise, hein. Mais ce n'est pas exclusif. C'est comme, les approches spécifiques à intégrer, ne sont pas, exclusifs, elles sont complémentaires. Et bien là, avoir une approche tantôt, centrée sur une population et puis, plus de prise en compte de la diversité sont tout à fait complémentaires. Écoute, merci beaucoup Karine pour ce partage et au plaisir voilà, dans la suite des projets élaborés par l'ANACT. Un grand merci à Karine Babul pour ce partage. Et un élément clé que je propose de retenir particulièrement, c'est que pour mener des politiques d'entreprise plus favorables aux femmes, il faut agir de façon inclusive et transversale sur les populations dans leur ensemble, avec également des enjeux nouveaux qui s'invitent dans les entreprises, comme par exemple la prise en compte des droits des personnes LGBTQIA+, et dépasser le cadre strictement réglementaire pour agir en profondeur et en prévention, en amont de tout projet de transformation. En gros, chausser les lunettes du genre. Rendez-vous pour les prochains épisodes avec le témoignage de femmes sur leur parcours professionnel. En attendant, n'hésitez pas à vous aussi vous ouvrir à l'expérience des autres pour apprendre et vous inspirer. Écoutez le podcast sur vos plateformes d'écoute préférées, Apple, Spotify, Deezer et sur YouTube, et sur mon blog Les Graines by Seedwork, accessible depuis mon site internet www.seedwork.fr. Vous pouvez également m'écrire à asia.milan@seedwork.fr pour me proposer des thèmes de série ou réagir sur la page LinkedIn Seedwork, Conseil et Innovation. Je suis toute oui et impatiente.